Un groupe de personnes apparaît sur le pas de la porte de la maison. L'homme blond souriant qu'ils ont enfin trouvé la maison qu'ils cherchaient. Le chef de gang informe grossièrement que nous sommes dans le monde de l'apocalypse et qu'il n'y a pas de place pour un monde civilisé, tenant un club de golf dans ses mains. La jeune fille a demandé à ne pas être jugée pour avoir choisi d'être forte, car elle n'est qu'une femme faible. Le gars allongé sur le sol criait de peur sans comprendre ce qu'il voulait, tous de lui. Le gars blond l'a frappé avec le gourdin. L'âge de glace, 28 semaines plus tard. La nature humaine est elle aussi figée dans cette glace. Quelqu'un marche dans la neige avec de lourdes bottes à crampons, laissant des empreintes de pas derrière lui. Les joues, les cheveux et certaines parties du corps de cette personne sont déjà glacées. Il avance péniblement à travers la glace et la neige qui ont envahi tout autour de lui. Expirant un énorme nuage de vapeur, le jeune homme à lunettes regarda autour de lui. Il semblait que cet endroit était encore inexploré. La nourriture et le carburant, autrefois faciles à obtenir, étaient devenus des ressources extrêmement précieuses à l'époque actuelle. La glace semblait assez épaisse. Il se leva et baissa les yeux, pensant que la glace supporterait son poids. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Tout trembla. Il sentit la glace sous ses pieds se fissurer et se fendre. Serait-ce un tremblement de terre? Mais comment est-ce possible? Pourquoi maintenant? La glace a commencé à s'effriter. Ce monde gelé, c'est comme si Dieu nous disait que l'humanité est fragile comme la glace et très vulnérable. Avec une réaction soudaine et rapide comme l'éclair, il sortit une pioche et essaya de frapper la banquise avec pour avoir une prise. Tout ce à quoi il pouvait penser était de s'assurer qu'il ne se casse pas. À ce moment-là, sa vie en dépendait. L'église a atteint la cible, mais elle n'a toujours pas pu amortir la chute. Ralentir n'allait pas fonctionner. De la neige, de la glace et le jeune homme volaient rapidement vers le bas, directement sur un bâtiment qui se trouvait en bas. Il y avait beaucoup de neige en bas. Si ce n'était pas de la neige mais de la glace, le gars serait certainement mort en tombant d'une telle hauteur. Il a eu de la chance. Soudain, il remarque une énorme créature blanche avec 4 yeux et d'énormes crocs. Cette créature, appelée peau blanche, se nourrit d'humains. Heureusement qu'il a survécu à la chute, mais en regardant devant lui, le gars s'en est rendu compte. Cette chance n'en vaut pas la peine. Il s'enfuit de toutes ses forces pour échapper au monstre, où qu'il puisse le voir. Tout tremblait. Le monstre se précipitait à toute vitesse sur le gars. Il n'y avait presque aucune chance de s'en sortir. C'est un désastre, c'est peut-être sa fin, pensa le gars, tandis que la peau blanche le rattrapait. Il n'en restait plus qu'un peu et ce serait un malheur. Soudain, il y eut un craquement et un gros glaçon, de la taille d'un bloc, suspendu directement au-dessus du monstre, commença à tomber. Le bloc de glace, lancé à pleine vitesse, s'est enfoncé directement dans la tête de la peau blanche, la transperçant de part en part. Peut-être le bruit avait-il provoqué le détachement des stalactites. Pourtant, cela lui avait sauvé la vie. Il y eut un grand craquement. Soudain, d'autres blocs commencèrent à tomber et à s'écrouler. Le jeune homme voulait seulement se détendre lorsque soudain la situation a commencé à prendre de l'ampleur et est devenue encore plus dangereuse. La seule pensée qui lui a traversé l'esprit lorsqu'il s'est retourné et a vu ce qui se passait était que c'était très mauvais. Tout s'écrasait et tombait avec un grondement. La neige du haut des mottes s'éparpillant en tas lourds directement vers le bas. Le gars qui pensait avoir échappé à toutes les menaces a été frappé par une avalanche. Il lui semblait que c'était là que son voyage s'arrêterait, que c'était là qu'il serait enterré vivant. Il s'y résignait presque. La neige et la glace remplissaient tout l'espace où se trouvait il n'y a pas si longtemps un chemin de retraite. Une créature brillante apparue de nulle part semblait venir appeler à l'aide. Un éclair, des étincelles, des éclairs. Une sorte de courant électrique a touché le gars. Il sentit quelque chose d'inhabituel qui le traversa entièrement. Une énergie inexplicable. Le jeune homme ne réalisa pas exactement ce qui s'était passé, se relevant du tas de neige comme si de rien n'était. Une étrange marque a été laissée sur le cou du garçon qui émettait une lumière bleue. Mo était dehors depuis longtemps. Le moment était venu pour lui de revenir. Il ne reviendrait pas les mains vides aujourd'hui. Une barre chocolatée avait été retrouvée dans les tas de neige, une petite victoire. Un grand bâtiment, gelé au point de former de la glace à sa surface. Un jeune homme debout tout en bas retira la plaque d'égout menant à un passage souterrain. C'était le seul chemin restant pour rentrer chez lui à ce moment-là. Le couvercle retiré, le garçon descend à l'aide d'une longue corde. On ne sait pas combien de temps cette vie durera. Des gens gelés dans des tentes, comparé au monde extérieur, la situation dans le bâtiment est également assez mauvaise. Lorsque la catastrophe s'est produite, de nombreuses personnes se sont retrouvées piégées dans ce bâtiment, sans aucun moyen de sortir ou de se ravitailler. Guy ne pouvait pas imaginer ce que tous ces gens feraient quand les fournitures seraient rares.
Dans les réalités actuelles, personne ne pouvait garantir qu'il ne dépasserait pas les bornes. Un long couloir, sans personne à l'horizon. Les patrouilles n'ont pas commencé aujourd'hui, et cela réjouit Mo. Et voilà que la porte tant attendue arrive. Le jeune homme se précipite chez lui à toute vitesse. Une jolie fille blonde aux cheveux rassemblés en deux touffes sauta pour le rencontrer à la porte. Le nom de la fille était Xiaoming. Elle courut vers le jeune homme les bras ouverts et était clairement heureuse de le voir. Le garçon était très surpris que la porte soit déverrouillée et il a demandé à Xiaoming pourquoi elle n'était pas verrouillée. La fille a dit avec un sourire qu'elle voulait juste le voir bientôt, serrant fermement le gars dans ses bras. Xiaoming était indigné, disant qu'il ne voulait pas la voir rapidement lui aussi. Mais l'homme, gêné, avoua qu'il le désirait autant qu'elle. Pourtant, la porte aurait dû être verrouillée. L'homme exprima son inquiétude, tandis que Xiaoming s'offusquait que la fille soit plus importante qu'une porte. Le gars a sorti la barre chocolatée qu'il avait trouvée plus tôt et l'a tendue à la fille. Elle demanda avec perplexité ce que c'était, mais réalisa bientôt que c'était du chocolat. Xiaoming a souri, a embrassé le gars et l'a remercié pour le trophée. Elle a demandé si cette barre de chocolat était la seule que le gars avait, et il lui a dit à quel point il l'avait eue, qu'elle aurait pu être mangée. Il a conseillé à Xiaoming de le manger rapidement, pendant qu'il en avait l'occasion. La fille fit la moue et serra si fort la barre de chocolat dans ses mains qu'elle se brisa. Le jeune homme était assis près de la cheminée, regardant le feu, repensant à tout ce qui s'était passé. Il n'arrivait plus à trouver de quoi manger depuis des jours, et c'était vraiment dommage. Ils avaient déjà essayé de planter des graines ensemble, mais rien n'avait germé. Si l'on mange les graines, il n'y a plus d'espoir. Mais si on continuait comme ça, tout le monde deviendrait fou. Si la viande du monstre n'était pas empoisonnée, les personnes présentes dans le bâtiment n'auraient pas à vivre dans une famine surveillée. Au moins, la graisse de ces monstres est très bonne comme carburant et brûle parfaitement. Pensant qu'ils ne mourront pas de froid dans ce monde glacé, il remarque soudain la date sur son réveil. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Il avait complètement oublié. Et pas étonnant que dans ces conditions, en se mettant en danger tous les jours, on puisse tout oublier. Alors qu'il était sur le point de s'excuser auprès de Xiaoming pour avoir oublié les vacances, il découvrit soudainement qu'elle avait disparu quelque part. On entendit frapper à la porte dans un certain ordre, c'était le signal de Xiaoming. Mais pourquoi a-t-elle quitté la maison? Le gars ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle faisait. La porte s'ouvrit. Au coin de la rue, une chauve-souris s'élança vers le jeune homme. Il ne put réagir rapidement et tomba au sol. Un coup violent au visage. Un homme nommé Loup de Longue sourit et souhaita au garçon un joyeux Noël d'un ton sarcastique. L'homme était visiblement satisfait de lui. Il lui demanda simplement s'il était surpris qu'ils aient satisfait son cœur. Xiaoming a commencé à crier fort que l'homme avait caché toute la nourriture et qu'il voulait la piéger avec un morceau de chocolat. La fille a continué à crier fort sur le gars et l'a accusé d'apporter un sac à dos rempli d'air. Le blond prit un club de golf et le frappa de toutes ses forces sur le sol. Il dit qu'il avait pitié du jeune homme. Il a dit que c'était un monde d'apocalypse et qu'il n'y avait pas de place pour la paix civilisée. Quelle fille s'en prendrait à quelqu'un qui ne peut pas la soutenir? Les hommes faibles n'ont que deux choix, soit dépendre des forts, soit devenir la proie des faibles. Tel était le message que le bandit essayait de transmettre au gars. L'homme n'a qu'une seule condition. Il doit renoncer à toute sa nourriture. Cependant, il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, car cette barre chocolatée était tout ce qu'il avait réussi à obtenir pendant quelques jours. L'homme balance son club et dit que puisque le gars refuse de dépendre des forts, il deviendra la proie des faibles. Coup de poing. Ce type ne veut pas abandonner, mais pas comme ça. C'est la dernière chose qu'il voudrait faire. Il veut vivre. Soudain, tout a changé. Il y a une sorte de bureau dans les environs. Le jeune homme reprend ses esprits et ouvre les yeux. Il crie fort le nom de cet homme blond aux cheveux blonds et se lève de son bureau. Mais que se passe-t-il? Comment est-ce arrivé? Où sont Liu Delong et Xiaoming? Pourquoi est-il encore en vie et complètement indemne? Lui-même ne trouvait pas de réponse à ces questions. La ville semble normale, sans glace ni neige. 28 heures après le début de l'ère glaciaire mondiale. Il est bel et bien ressuscité. Ce n'est pas une illusion. Tout cela se passe pour de vrai. Mais il est ressuscité alors qu'il travaille des heures supplémentaires, entouré de nombreux rapports inachevés. Quelle ironie. On ne comprend pas vraiment pourquoi on doit faire des heures supplémentaires, comme si le corps le faisait instinctivement. 24 heures après le début de l'ère glaciaire mondiale, la ville semble fonctionner comme d'habitude. Les manifestations se poursuivent dans la ville du Queens. Le service de police a déployé toutes ses forces pour maintenir l'ordre. Toute l'élite de Manhattan s'est divertie lors d'une soirée exclusive.
Les gangs de Brooklyn continuent de sévir dans les rues les plus sales. Personne dans la ville ne sait ce qui va arriver, à l'exception d'un homme qui a eu sa chance. Tout le monde prend des photos des aurores boréales, pensant seulement que c'est beau, et pourtant, c'est un signe d'une période glaciaire que personne ne soupçonnait de vérifier. La seule personne qui pourrait appeler un gars à un moment pareil est une fille blonde frivole. La même Kiao Ming, la petite amie de Mo, qui avait choisi de se ranger du côté des bandits. Il était tout simplement ébloui par sa beauté. À cause de la façon dont elle a agi, il a décidé d'y mettre un terme immédiatement. Dès que l'appel a commencé, Xiaoming a immédiatement parlé des aurores boréales. Après cela, elle a dit qu'elle avait dépensé tout l'argent de sa carte de crédit et a demandé à en emprunter un peu. Mo lui a simplement répondu de ne plus l'appeler et qu'il rompait. Xiaoming a tenté de lui demander ce qui s'était passé et pourquoi Mo agissait ainsi, mais le gars a raccroché. Après quoi, sans aucune hésitation, il a supprimé le contact de la fille de son téléphone. C'était sa seconde chance, celle de faire ce qui était juste. Il avança rapidement, réfléchissant à ses actions futures. Toutes les femmes qui pourraient en faire du mal à Mo seraient gelées dans la glace de l'apocalypse à venir. Brooklyn. La ville la nuit avec les aurores boréales en arrière-plan. C'est vraiment magnifique. Encore une chance. Et cette fois, le gars sait exactement ce qu'il doit faire et saura bien se préparer. Dans une vie passée, ou plutôt dans une boucle précédente, dans les 24 heures précédant l'ère glaciaire, la température commencera lentement à baisser jusqu'au point de congélation. Il ne reste que 28 heures avant que le monde ne gèle. À mesure que les températures baisseront, les gens commenceront à prendre conscience du problème et bientôt la société sombrera dans le chaos le plus total. Mo a encore un peu de temps pour rassembler des provisions, mais il ne reste qu'une heure pour une sorte d'incursion dans la ville. Et outre les fournitures habituelles, dans le chaos qui s'est installé, il a besoin de quelque chose pour l'aider à se défendre. Comme une arme, par exemple. Les policiers qui passèrent par là pensèrent que quelque chose n'allait pas chez cet homme, et il avait l'air suspect. Un policier est sorti de sa voiture et a crié au gars de rester immobile et de ne pas bouger. Son jeune partenaire s'est joint à eux en criant « Mains en l'air !» Et ensemble, ils ont couru vers Mo, armes au poing. Le jeune associé a annoncé par radio qu'ils avaient localisé le suspect du vol. Le quartier est très dangereux, car ils ont pris Mo pour le voleur. Ils ont demandé ce qu'il y avait dans les manches du gars. Il a levé les mains et a sorti un téléphone portable de sa poche. Remarquant qu'il ne reste plus de temps sur le chronomètre, le héros se rend compte qu'il ne peut pas perdre de temps avec les flics pour le moment. Le gars espère juste qu'après la recherche, ils le laisseront partir et que tout sera terminé. Alors il fait patiemment ce que les forces de l'ordre lui demandent. Le policier plus âgé apprend aux débutants que ce n'est pas une bonne idée d'approcher le suspect. C'est dangereux. Le plus jeune a demandé à Mo de montrer le contenu de son sac en sortant toutes ses affaires de là. Mo a sangloté, essayant d'expliquer qu'il n'était qu'un simple employé dans une entreprise ordinaire. Il a commencé à sortir son téléphone portable, mais le policier l'a pris pour autre chose. Un jeune collègue a crié, paniqué, que le gars avait une arme et a pointé son arme sur lui. Il y eut une forte détonation, la balle volant rapidement vers sa cible. Il a survolé les paysages de la ville, les bâtiments, les routes et les aurores boréales que toute la ville admirait désormais. Sa seconde chance de continuer à vivre s'arrêterait-elle là? Non, pas comme ça, il n'abandonnera pas. Mo veut vivre. Une impulsion d'énergie, aussi vive qu'un choc électrique, traversa tout le corps du gars. Une lueur bleue apparut autour de Mo, alors que la balle tirée par le policier continuait de voler vers lui. Les policiers ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Ils étaient saisis d'une terreur inexplicable. Le gars, par contre, pouvait désormais voir clairement la balle, pouvait la distinguer même à grande distance. Le temps semble s'être ralenti. Quelque chose d'incroyable se produit. Il esquive la balle au dernier moment. Cela ne ressemble pas à une illusion. Le policier est trempé jusqu'aux os. Mo hurle que l'officier vit de ses impôts et qu'il a maintenant tiré sur son contribuable. Dépassé par le temps, Mo s'est résolument avancé avec l'idée qu'il n'avait pas de temps à perdre avec un tel idiot. Le policier a tiré une autre balle vers le gars, ne sachant pas quoi faire d'autre dans une situation comme celle-ci. La douille tombe avec fracas et touche le sol. On entend un grondement métallique. Comme par magie, Mo, à grande vitesse, courut vers le jeune policier et le frappa au visage de toutes ses forces. Il a volé assez loin. Son collègue plus âgé ne semblait pas avoir pleinement compris ce qui se passait. Lorsqu'il se retourna, tremblant de peur, il vit le corps de son partenaire pressé contre la pierre. L'homme hurlait de peur et d'incompréhension quant à ce qui se tenait exactement devant lui et à ce qui s'était passé en général. Mo, entouré d'énergie bleue, continua d'avancer résolument sans s'arrêter. Lui-même ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé,
Mais il n'avait toujours pas le temps de s'en occuper, il devait passer à autre chose. Après tout, la ville, qui a été recouverte par les aurores boréales, se transformera bientôt en un désert de glace sans vie. Un officier supérieur informe par radio que son collègue a été blessé et que le suspect a pris la fuite. Le pistolet de service a également été perdu. L'homme a répété le message à plusieurs reprises. L'éclair d'énergie bleue s'éloignait de plus en plus de la scène à une vitesse vertigineuse. Mo volait à travers les rues et les routes, parcourant de grandes distances en quelques secondes. Il a couru chez lui parce qu'il ne savait plus où aller après tout ce qui s'était passé. Il s'accroupit par terre, essayant de reprendre son souffle et de reprendre ses esprits. De nouveaux souvenirs tourbillonnèrent dans sa tête. Mo n'arrêtait pas de se demander si ce qui s'était passé était réel et comment il avait réussi à y parvenir. Il a sorti l'arme qu'il avait prise, alors que l'officier supérieur était sous le choc. Pointant l'arme sur lui-même dans le miroir, il se demanda s'il devait réessayer. Un coup de feu, un bruit assourdissant et une douille qui s'envola. Le type n'hésita pas une seconde. Une lueur bleue à nouveau, le temps ralentit, Mo se concentra sur la balle. L'homme se déplaçait à une vitesse vertigineuse. Une brume bleue enveloppait tout autour de lui. La balle a fini dans la paume de sa main. Mo était convaincu qu'il avait acquis des super-pouvoirs, mais à peine, du givre apparaît sur son corps. C'était peut-être dû à la grande vitesse que le jeune homme était désormais capable d'utiliser. Comme un avion supersonique, cette puissance était directement liée à la vitesse. Considérant ce que Mo sait déjà de l'avenir, ce super-pouvoir l'aiderait à garder une longueur d'avance. Soudain, on frappa à la porte. Mais qui avait bien pu arriver si tard? C'était la propriétaire de l'appartement. Apparemment, elle avait entendu du bruit et avait décidé d'aller voir ce qui se passait. La femme a immédiatement demandé si c'était un coup de feu. On dirait que le type va avoir des ennuis. En réponse à un message du téléviseur, le gars a dit que c'était de là que venait le son, mais la télécommande était cassée et il ne pouvait pas changer. La télévision rapportait un vol dans une supérette. La sécurité ici est déplorable. Mo remercia la propriétaire, Madame Fang, pour son inquiétude en la raccompagnant. Elle lui conseilla simplement de ne pas trop travailler. La porte de l'appartement 409, où vivait Mo, se ferma. Il y avait maintenant des choses importantes à régler. La question des provisions était à l'ordre du jour. Comment résoudre ce problème? La propriétaire a mentionné le supermarché le plus proche. Il devrait certainement avoir tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Il était temps de sortir et de faire des provisions. Maintenant, Mo avait un objectif concret. La jolie vendeuse se sentait clairement fatiguée. Il y avait des caméras partout dans le magasin, mais cela ne dérangeait pas trop le gars sur le moment. L'essentiel était maintenant de rassembler les provisions. En s'approchant des étagères du magasin, il fit rapidement l'inventaire de ce dont il avait besoin. Puis il s'est envolé à la vitesse de l'éclair, ramassant ce dont il avait besoin en chemin, à travers tous les racks et vitrines. Tout s'est passé si vite que la fille n'a même pas remarqué que quelque chose se passait, alors qu'elle bâillait. Soudain, la caisse enregistreuse elle-même s'est mise à imprimer un énorme chèque, de plusieurs mètres exactement. La vendeuse regarda le chèque, qui était encore en cours d'impression, sans qu'on puisse en voir la fin. Quelqu'un faisait-il ses courses en ce moment? Mo a laissé un message sur le reçu. Il a écrit à la fille de rentrer chez elle et de ne pas avoir peur. Le vendeur n'a pas compris ce qui se passait. D'abord un agresseur, maintenant un fou aussi. Étrange journée, pensa la fille. L'homme aux cheveux verts et aux lunettes avait une arme sur lui. Un autre est entré avec lui. L'homme aux cheveux verts s'excusa sournoisement et mit le pistolet sur la tête de la pauvre vendeuse. Il a crié que c'était le moment du vol, s'imaginant être un dur à cuire. Cependant, cela n'allait pas se produire aujourd'hui, car Mo s'est présenté devant le magasin et a entendu les voleurs crier de loin. Le pistolet, ainsi que le corps du gars, étaient recouverts d'une couche de givre et de la vapeur circulait autour. Quelque chose de très grand et de très froid est soudainement apparu sur le pas de la porte du magasin. Le deuxième voleur regarda la porte en état de choc et dit à son partenaire de faire de même. Un monstre avec de nombreux yeux et de nombreuses dents est entré dans le magasin. Il faisait très froid. Le gars aux cheveux verts ne s'attendait clairement pas à ça. Quand il a vu le monstre, il est devenu terrifié. Le gars avec l'arme a commencé à tirer sur le monstre dans la panique, balle après balle. Cependant, les balles ont simplement traversé le monstre sans lui causer d'inconfort. Les gars comprirent que le monstre était invulnérable. La créature tendit les bras pour attraper l'homme aux cheveux verts. L'énorme paume saisit l'agresseur tout entier et le fit tomber du sol. La jeune fille, prise de panique, a saisi son téléphone juste à temps pour filmer ce qui se passait sous ses yeux. La vidéo est parvenue au commissariat. Ils observeront la situation depuis l'écran de leur téléphone.
Un officier subalterne a déclaré que c'était populaire ces derniers temps. Est-ce que ça semble terminé? Non, on dirait plutôt un message d'urgence du gouvernement. L'agent a déclaré qu'une alarme s'était déclenchée. Les haut-parleurs ont commencé à émettre un signal. Tout le monde a compris qu'il s'était passé quelque chose. Mo s'est présenté à la porte du département de la sécurité intérieure. Un nuage de vapeur autour de lui. L'homme regarda par la fenêtre et réalisa que le moment était arrivé. Il avait commencé. Le système d'alerte transmettait un signal par tous les canaux. Les autorités ont demandé de ne pas quitter le domicile, de fermer toutes les fenêtres et portes et de ne sortir sous aucun prétexte. La vague de froid approche lentement. Brooklyn a été la première à être touchée. Un immeuble de 58 appartements dans un nouveau quartier. Nous recevons des signaux du département de la sécurité intérieure. Les agents se sont interrogés sur les raisons qui pourraient motiver l'intervention de la sécurité intérieure. Et, maintenant qu'ils étaient impliqués, quelle était la gravité de l'incident? Une fille en blouse médicale fume une cigarette, tandis qu'une alerte de sécurité tourne sur son téléphone. Pas d'accident cette fois-ci, pensa Mo. Maintenant il sait exactement quoi faire. Un homme en veste de fourrure tire sur sa cigarette et demande à ses subordonnés si l'otage est prêt à parler. Un homme aux cheveux bleus, le nez blessé, se plaque contre le mur en disant qu'il ne sait rien. Il a les mains liées et est nu. Un homme fumant une cigarette demande sarcastiquement si ses paroles sont vraies. Apparemment, la réponse est déjà connue à l'avance. Il brandit son téléphone avec la publication du type sur les réseaux sociaux. La photo le montre dans la même pièce que la fille, inconsciente, probablement sous l'effet d'une substance. C'est la fille du patron. Le gars pleurait et jurait qu'il ne savait rien pendant que l'homme fumait tranquillement une cigarette. Le bandit fait remarquer que les racailles comme ce type ne peuvent qu'espérer la miséricorde de Dieu. Il a tiré de force le bras du gars et l'a placé sur la table pendant que le gars blessé hurlait de peur. Coup de couteau. L'homme compta quelque chose qui ressemblait à des doigts avec un sourire. 1, 2, 3, 4, 5. Que faire de ce type maintenant? C'était exactement la question que le membre du gang avait posée à Luo. Le gangster lui a ordonné de trouver une chaudière et de déposer le gars là-dedans pour payer son péché. Le sac est tombé. Les hommes qui le portaient lui souhaitèrent simplement de reposer en paix. L'homme au chapeau se demandait « Et si la chaudière explosait ?» Elle avait l'air plutôt vieille. Mais l'autre l'a pressé de venir, disant que frère Luo les attendait. Quelque chose ne va pas. Le premier bandit regarda la chaudière avec crainte. Soudain, une explosion retentit. La chaudière vola en éclats et projeta le bandit au loin. L'homme aux cheveux roux est allé aider son collègue, disant qu'il leur avait jeté un sort. Mais le gars au chapeau pensait visiblement à autre chose. Au même moment, Mo achevait déjà ses structures pour assurer sa subsistance. Il y vissait une vis. Poussant un soupir de soulagement et s'asseyant sur le sol, entouré de caisses de semis de plantes, il termina le cadre pour la croissance des plantes. Avec ses fournitures, il pourrait tenir assez longtemps sans sortir, mais même cela ne suffisait pas. Il avait besoin d'en obtenir davantage. Les réserves s'épuiseront, donc une autosuffisance stable est essentielle pour le moment. L'objectif de Mo est une pièce qui lui permettra de subvenir à ses besoins en intégralité. Le froid dure depuis presque 1 heure. Mo doit accélérer un peu. Cette fois, sa vie dépend du temps. On frappe à la porte, mais on ne sait pas qui a bien pu être amené à 1 heure aussi tardive. Surtout dans les circonstances actuelles. Maintenant, le gars a un sentiment de déjà-vu lorsqu'il ouvre la porte de cet appartement. Un agent de sécurité se tenait sur le seuil. Il s'est excusé de déranger à cette heure-ci. Le gars a demandé à l'officier supérieur ce qui se passait et ce qui les avait poussés à venir ici à cette heure-là. Ils ont annoncé à l'antenne que la température extérieure avait soudainement chuté et que le chauffage ne fonctionnait plus. Craignant que les gens ne fassent pas attention, les gardiens sont venus en personne avertir les résidents. Quelque chose de similaire s'est produit la semaine dernière. À ce moment-là, le chauffage était en panne et n'avait pas été réparé. Au moment où le gars a décidé de réparer celui qui était cassé, il était complètement détruit. On ne peut pas faire une telle erreur, surtout maintenant qu'il faut tout réparer au plus vite. Mo a demandé à être conduit chez lui, disant qu'il pouvait tout réparer tout seul. La porte de l'appartement numéro 409 claqua. L'endroit était devenu très fréquenté ces derniers temps. Les gardes ont demandé où allait le gars, et il a demandé si la chaufferie était par là. Les gardes ont dit que la chaufferie de cette maison était au sous-sol. Il a donc dû descendre au sous-sol. Mo se souvint de la propriétaire. Madame Fang l'avait mentionné. La chaufferie devait être à l'étage. Le gars pensait déjà qu'il avait mélangé quelque chose, mais il laissait rester vigilant et très prudent. Les gardes et le jeune homme arrivèrent sur place.
Le garde le plus âgé remarqua qu'il faisait vraiment froid au sous-sol. Mo pensait que cette brume avait l'air un peu suspecte, tandis que le garde commençait à lui demander quelque chose. Mo a fait quelques manipulations et a touché le boîtier métallique de la chaudière. Il y avait un étrange liquide bleu sur le métal, et il s'est également retrouvé sur les mains du gars. Le jeune garde a demandé si tout allait bien, s'il y avait un problème. Soudain, quelque chose qui ressemblait à un monstre a commencé à grandir rapidement et à augmenter en taille. Le garde supérieur était trempé de terreur, ne comprenant même pas ce qui se passait. Le monstre non identifié avait atteint une taille gigantesque. Au milieu de son corps se trouvait une immense bouche. Mo savait qu'il devait agir. Il décida d'utiliser son super pouvoir. À toute vitesse, avec toute la force qu'il avait, le gars s'est précipité en avant pour protéger sa connaissance. C'est arrivé juste à temps, car le monstre était sur le point de l'attraper. Et une seconde de plus, et le vieux Joe aurait pu perdre la tête. Mais Mo était à temps. La porte menant au palier était encore ouverte. Tant que le gars se déplaçait à cette vitesse, ils avaient une chance de s'échapper. Quelque chose ne semblait pas s'être déroulé comme prévu. Le monstre rattrapait rapidement le gars. Mais Mo ne comprenait pas comment le monstre pouvait le suivre, puisqu'il avait une capacité de vitesse ultra élevée. Peut-être parce qu'il portait le vieil homme Joe, sa vitesse avait ralenti. Le gars s'est sincèrement excusé auprès de sa connaissance, mais il avait quelque chose de dangereux à faire. Mo a été obligé de jeter le garde à travers cette porte pour le sauver. Il le lança de toutes ses forces. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'autre issue. Le garde s'est précipité vers la porte. Tout se passait si vite qu'il ne s'est rendu compte de rien. Mais l'important était que ça marche. Son corps a volé à une vitesse incroyable sur toute la distance et est sorti par la porte. Cependant, Mo était toujours en danger car le monstre était déjà très proche. Le monstre avait rattrapé le gars et était suffisamment proche pour le manger, mais miraculeusement, cela ne s'est pas produit. Le gars, essoufflé, réfléchissait à la suite. Il était épuisé, mais il ne pouvait pas abandonner. Un monstre blanc avec un énorme groupe d'yeux, respirant lourdement, marmonnait quelque chose de terrifiant. Cela semblait être lié au garde. Du moins, c'est ce que pensait le gars. Mais pourquoi? Mo réalisa qu'il devait vite aller au fond des choses. Alors qu'il portait le vieux Joe sur son dos, le monstre a réussi à le rattraper, mais une fois qu'il l'a laissé tomber, tout a changé immédiatement. Mais maintenant, sans lui sur ses épaules, il était plus rapide que cet énorme et terrible monstre. Mais je me demandais s'il pouvait y avoir une condition qui rendrait ses capacités inefficaces. Le monstre continuait de rattraper le gars. Alors qu'il s'apprêtait à frapper, Mo se souvint enfin de sa force. Ce que l'on pouvait savoir avec certitude, c'est que cette condition n'avait rien à voir avec le monstre. Cela devrait donc probablement être lié au vieil homme Xiao ou à autre chose. Lorsque Mo l'a lancé, quelque chose d'étrange s'est produit. Une énergie similaire émanait de lui lorsqu'il avait utilisé son super pouvoir plus tôt. Il y avait des cailloux partout. Soudain, il réalisa quel était le problème. Autrefois, lorsque les gens affrontèrent des monstres, ils n'avaient aucune chance de survivre. Et quand ils les voient, ils ne pensent qu'à fuir, à la peur et à la panique. C'est complètement différent maintenant. Si son intuition était correcte, l'ancienne proie pourrait également devenir chasseur. Mo ramassa un caillou sur le sol et le plaça dans sa paume, le remplissant d'énergie. Il rassembla toute sa puissance et lança la pierre vers le monstre à une vitesse vertigineuse. Son intuition s'est avérée correcte. C'était exactement comme il le pensait. Sa capacité ne fonctionne que sur les cibles couvertes d'énergie. Tant qu'ils sont couverts d'énergie, il peut accélérer. Avec l'accélération, l'énergie cinétique des objets augmente. Même une petite pierre accélérée à un certain degré pouvait avoir la puissance d'un canon électromagnétique. Et cette pierre frappait la cible avec précision et une force énorme. Un problème est survenu. Un liquide bleu a jailli des yeux et du nez de Mo. Il y avait aussi un liquide bleu sur le bras du gars. Il a supposé que c'était du sang. Ses yeux continuaient à se remplir de ce liquide. Le gars se sentait très mal. Il avait des nausées. Au même endroit, il s'effondra sans force sur le sol froid, déjà recouvert de glace et de neige. À ce moment-là, tout ce à quoi il pouvait penser était qu'il faisait si froid. Le vieil homme sauvé est apparu au loin. Mo a essayé de l'appeler. Le garde qui venait d'être secouru par le gars lui criait de garder les yeux ouverts. Certaines personnes s'informaient qu'il y avait un vent extrêmement fort dehors et que le gars ne pouvait pas être transporté à l'hôpital. Les portes étaient gelées et ne résisteraient pas au blizzard. Il faut trouver un moyen de bloquer les portes, sinon tout le monde mourra de froid. L'homme ordonna d'aller au poste de garde et d'allumer le chauffage. Le garde a essayé d'expliquer à la propriétaire ce qui s'était passé, mais elle a seulement répondu qu'il devait monter à l'étage et trouver Xiaozhu.
Une silhouette familière marchait à côté du garde. Il s'excuse de le déranger. Une jeune fille en blouse médicale se tenait à côté du garde sauvé du monstre. Elle demanda à l'homme d'aller voir ce qui se passait dehors, au lieu de s'inquiéter pour le patient. À cette température, il est encore vivant. La jeune fille a mentionné le surnom de l'homme cryogénique. Ce nom semble lui avoir été donné par des témoins de l'incident. La jeune fille enregistre ses notes sur un magnétophone. Enregistrement. 409 patients de sexe masculin, âgés de 20 à 25 ans. Symptômes suspectés d'empoisonnement. Signes vitaux anormaux. Température corporelle d'environ 10 degrés Celsius. Mais pouls et réflexes nerveux sans anomalie. Un phénomène vraiment étonnant, pensa la jeune fille. Cette affaire semblait l'intéresser vivement. La centrifugeuse a émis un signal indiquant la fin de l'opération. La séparation du sang est terminée. Intéressant. Il semble que la fille n'ait jamais rien vu de tel auparavant. L'apparence du sang avant la centrifugation n'est pas différente de la normale. Mais après, certaines impuretés bleues sont séparées. L'analyse sanguine prendra un certain temps. Le médecin continue d'observer les caractéristiques externes du patient. Si vous ne regardez pas de près, vous pouvez le prendre pour des veines, mais cela ressemble plus à une réaction allergique. Soudain, comme après un choc électrique, le gars ouvrit les yeux et sauta de la couchette. La fille le regarda avec indifférence, constatant qu'il était réveillé. Le garçon commença à lui demander ce qui s'était passé. Le médecin a froidement conseillé à Mo de ne pas bouger pour le moment. Il lui a demandé, perplexe, qui elle était. Elle sourit et allume un feu avec un briquet pour allumer une cigarette. Le médecin sans licence le plus courant. Cela ne semble pas très rassurant, mais, faute d'alternative, cela fera l'affaire. La fille refusait de révéler son nom. Elle demandait seulement à être appelée Dr Zhu. Le médecin a demandé avec une grande curiosité comment exactement le gars s'était retrouvé dans une telle situation. Le docteur Zhu a admis qu'elle n'avait jamais vu de tels spécimens auparavant de sa vie et lui a demandé de raconter ce qui s'était passé dans le sous-sol. La jeune fille a avoué qu'elle était désormais très intéressée par le garçon. Dans quel but précis? Il n'est pas difficile de le deviner. Brooklyn. La température extérieure est de moins 29 degrés Celsius et continue de baisser. La température corporelle la plus basse est de 13 degrés et 7 dixièmes. C'est la température minimale jamais enregistrée au cours d'une vie. À cette température, les cellules du corps commencent à se dégrader. Cependant, des températures inférieures à 32 degrés peuvent entraîner une fibrillation auriculaire, appelée hypothermie. Les filles ont sorti le thermomètre qui se trouvait dans la bouche de Mo, en disant que le temps était passé. Elle a ajouté que le gars pourrait également regarder la mesure lui-même. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. 11 degrés 5 dixièmes était une température incompatible avec la vie. Le gars se demandait si c'était dû à son pouvoir. Cela pouvait-il être dangereux et aggraver son état? Mais il n'y avait pas le temps d'y penser maintenant. Il fallait en finir avec tout cela rapidement. La fille tenait la cigarette entre ses dents, détendue, et prenant tranquillement de nouvelles bouffées. Le pied de Mo touche le sol. Mais au contact de quelque chose d'humide, il s'éloigne dans l'autre sens. Le gars a l'impression d'avoir une impression de déjà-vu. Le médecin dit qu'il est trop faible pour le moment. Mais cela ne l'intéressait guère. La fille semblait déjà avoir deviné ce qui lui arrivait. Elle ne voulait pas tourner autour du pot. Alors elle lui a demandé directement s'il avait des super-pouvoirs. Il était déconcerté. Comment avait-elle deviné? Était-ce si évident? Ou en savait-elle plus? Mo n'a pas le temps de discuter avec elle pour le moment. Il lui demande si elle a décidé de jouer au docteur. Doc Zhu répond qu'il ne faut surtout pas la sous-estimer. Le gars s'est rendu compte que dès qu'il serait rétabli, il devrait sortir de cet endroit immédiatement et continuer le plan. Le médecin, sirotant une cigarette, demande si le patient va bien. Elle constate qu'il se sent à nouveau mal. Peu importe à quel point le gars essaye. Il ne peut pas utiliser ses super-pouvoirs pour le moment. Fort de son expérience, il savait que ça allait commencer. Il devait se reprendre et agir. Une silhouette familière entra tranquillement dans le cabinet médical. L'homme était un chef de gang aux cheveux blancs que Mo avait déjà rencontré. L'homme a dit qu'ils avaient besoin de voir ce que le docteur Zhu allait leur montrer. La porte du bureau numéro 509 s'est fermée. Quelque chose était sur le point de se produire. La fille continuait tranquillement à fumer une cigarette. Le garçon, lui, était assis par terre, ne sachant pas à quoi s'attendre. Le gars a crié parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui à ce moment-là. Zhu serra la cigarette entre ses dents. Même elle avait déjà réalisé qu'elle était dans un pétrin. Elle a tendu la main au gars, lui proposant de l'aider à se relever. Mo se demandait ce qui se passait dehors. Le médecin lui dit qu'il comprendrait s'il y réfléchissait seul.
Le gars lui a immédiatement demandé d'expliquer la situation. La fille n'a pas hésité à dire ce qu'elle savait. Elle porta lentement sa main à son oreille et lui dit doucement que s'il voulait vivre, il devait faire ce qu'elle lui disait. Elle lui dit de fermer les yeux et de faire comme s'il était mort. Le garçon obéit, car il n'avait pas d'autre choix. Quelqu'un appuie sur le bouton pour ouvrir les portes. Mais c'est exactement ce que le docteur Zhou attendait. La silhouette d'un homme familier entre dans le bureau. C'est Lou DeLong. Mo le rencontrera dans le futur que nous avons déjà vu. Il m'a demandé pardon de l'avoir dérangé. Il se tourne vers le médecin, à qui elle répond par une contre-question sur ce dont il a déjà besoin. L'homme se demandait s'il pouvait entrer, et si le médecin n'y voyait pas d'inconvénient, elle les laissait entrer. Mo est resté allongé là sans bouger, faisant semblant d'être mort. L'homme aux cheveux blonds savait que le gars de l'appartement 409 était là maintenant, et s'intéressait ouvertement à lui. Le meneur a souri et a dit qu'il était désolé que le gars soit décédé. À Brooklyn, la température a continué de baisser rapidement. Il fait déjà moins 40 degrés Celsius. Chaufferie. Deux collègues racontent que l'un des voyous regardait son père allumer la chaudière quand il était plus jeune et pensait qu'il ne pouvait pas être aussi bon que lui. Mais maintenant, en regardant en arrière, il se rend compte que son père… Avant qu'il puisse terminer son discours, l'autre gars l'interrompt en disant que ce n'est qu'une basse température et que lorsqu'elle reviendra à la normale, il n'aura plus à avoir pitié de son vieil homme. L'homme demande au patron s'il pense que les choses reviendront à la normale. Lui-même n'en est pas sûr. Mais autrefois, les informations du gouvernement arrivaient toutes les 20 minutes. Maintenant que l'Internet est en panne, le gouvernement semble avoir abandonné. Ce refroidissement pourrait être la punition de Dieu pour tous les péchés de l'humanité. Le garde a invoqué l'injustice, car d'une certaine manière, Dieu ne punit pas les gens comme Lou DeLong. Le bandit dit qu'il est désormais le maître du lieu, car il a créé un ordre très harmonieux, à son avis, que chacun est désormais obligé d'observer afin d'éviter les ennuis. Mais en réalité, il a simplement ordonné à ses hommes de sortir toute la nourriture des appartements. Sinon le chauffage serait coupé, a révélé le garde. Le bandit sourit et se demanda « N'est-ce pas le plan parfait ?» Le donnant-donnant, c'est comme ça que ce monde fonctionne. Le vieux Joe avait vraiment envie de frapper l'homme pour avoir dit ça. Ce n'est pas juste qu'un tel monstre ne soit pas puni pour ses péchés. Tout le monde en récoltera les fruits s'il brise l'ordre donné par cet homme. Lui mentionna que le type de l'appartement 409 avait quitté ce monde, exprimant sarcastiquement sa pitié pour la situation. Monsieur Mo… Le vieux Joe n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Après tout, c'était Mo qui l'avait sauvé du monstre dans ce même sous-sol. Au même moment, au cabinet médical, le docteur Joe dit au gars qu'il peut venir au cabinet dès qu'il aura terminé. Mo répond que le médecin devra probablement l'attendre un moment. Pour une raison inconnue, il a beaucoup de mal à s'habiller. C'est avec beaucoup de difficulté qu'il enfile une blouse médicale. Se sentant très tremblant et faible, il s'adresse au docteur Zhu. Le médecin lui demande s'il sait depuis combien de temps il est dans cet état. Du point de vue de Mo, cela fait environ 2 heures. Mais le médecin lui répond froidement que cela fait 6 jours. Horrifié par le temps perdu et par le fait que tant de choses se sont déjà produites, le gars se rend compte que les bandits ont déjà tout pris en charge. La fille lui apprend que Lou contrôle tout le système de chauffage. Sa condition, soit on lui donne à manger, soit le meneur éteint le chauffage. Elle continue en disant que plusieurs familles ont été obligées de sortir pour trouver de quoi se nourrir. Mais maintenant sortir est très dangereux. Et tous les courageux qui sont sortis ne sont probablement plus parmi nous. Un souvenir traversa l'esprit du garçon. Qui était ce Lou DeLong et de quoi il était capable? Il n'avait toujours été qu'un animal vil. Mo demande au médecin s'il existe un moyen de guérir son corps. La fille sourit avec une cigarette entre les dents, prit une bouffée et répondit qu'il y avait un moyen, mais que ce n'était pas si simple. Seulement, elle a quelques conditions car c'est un médecin atypique et elle travaille à perte. Exhalant une énorme bouffée de fumée, le docteur Zhu demande si le gars accepte l'offre qu'elle vient de lui faire. Mo s'interroge sur les conditions précises, mais affirme qu'il est prêt à tout. Il a tout intérêt à accepter, même si le prix est élevé, même si sa vie est en jeu. En réponse, la fille s'approche résolument du gars et le prend par le menton, l'informant avec un sourire qu'il sera désormais son rat de laboratoire. Elle assure au garçon qu'il n'a pas à s'inquiéter, car ses recherches ne feront aucun mal à Mo lui-même. Comme elle l'a dit, elle s'intéresse beaucoup à lui. Sentant une main sur sa joue, il répond qu'il accepte la proposition du docteur Zhu. Elle lui a dit qu'elle avait découvert une substance inhabituelle dans son sang, mais qu'on ne savait toujours pas exactement de quoi il s'agissait. Ces substances absorbent le rayonnement thermique. Elles aident le corps à le convertir en énergie, qu'il utilise pour développer des super-pouvoirs. Cela se produit lorsque le corps manque de calories.
Cependant, le corps restera dans cet état jusqu'à ce qu'une certaine quantité d'énergie soit absorbée. En d'autres termes, le corps de Mo ressent la faim. Il n'a donc ni l'énergie, ni la capacité d'utiliser ses capacités. Mo précise s'il doit manger plusieurs fois plus, ce à quoi le docteur Zhu répond par l'affirmative, mais elle n'a pas beaucoup de nourriture, elle doit l'obtenir ailleurs. L'homme se souvint qu'il s'était préparé à ce moment. Il répondit qu'il avait une idée et que le médecin n'avait pas à s'en soucier. En passant devant les cages d'escalier, Mo pensait au fait qu'en ayant le temps d'aller au magasin, il s'était fourni une sorte de coussin de sécurité. Il était heureux d'être préparé à quelque chose qu'il n'aurait pas pu anticiper. En voyant les bandits près des appartements, il pensa qu'arriver à l'appartement serait un énorme exploit. Et il est déjà à la porte tant convoitée qui mène à son havre de paix, entrant directement. Il appuie sur le lecteur d'empreintes digitales, la porte s'ouvre, rien d'inattendu. Ce qu'il vit à l'intérieur le choqua. L'appartement tout entier était recouvert de givre. Presque toutes ses provisions étaient gelées et le chauffage avait été éteint. Une telle température tuerait facilement tout être vivant, sans parler des plantes. Ce n'est plus un appartement, mais un château de glace ressemblant à un congélateur. Soudain, une boîte de chocolat attire mon attention, et elle est pleine de calories. Le même chocolat que ce type avait consacré sa vie à offrir à sa bien-aimée. Les mauvais souvenirs de Xiaoming envahirent l'esprit de Mo comme une marée. La prochaine fois, il devrait acheter du chocolat d'une autre marque pour ne plus jamais y penser. Il prend une bouchée, mais se rend compte que rien ne change, ce n'est pas suffisant, il va devoir manger plus. Un désir animal prend le dessus. Il est incapable d'y résister. Mo, tel un animal sauvage, se jette goulûment sur le chocolat et mange non pas une barre à la fois, mais plusieurs à la fois, pratiquement sans les mâcher. Il est saisi par la sensation de se tenir sous un soleil brûlant, une sensation très chaleureuse. Tout ce qu'il ressent, c'est que c'est délicieux et qu'il réalise qu'il n'a pas la force de contrôler son appétit bestial. Soudain, les deux bandits que nous connaissons déjà apparaissent sur le pas de la porte. Ils sont surpris que la porte de l'appartement soit ouverte, car le patron a prévenu que le locataire était parti dans l'au-delà. Le patron voulait couper le doigt du gamin pour ouvrir cette porte, dit l'un des bandits. S'est-elle ouverte toute seule? Les types ne savaient visiblement pas à quoi ils avaient affaire. Le roux remarqua qu'il y avait beaucoup de provisions dans l'appartement. Au même moment, Mo avait déjà consommé suffisamment de chocolat pour générer de l'énergie, et même plus que ce dont il avait besoin. Le bandit a vu la silhouette d'un homme dans l'obscurité, mais on ne savait pas qui se tenait devant lui et si cette personne avait ouvert la porte. Pendant ce temps, le docteur Zhu avait terminé une analyse complète de l'état de Mo. Que se passe-t-il à l'intérieur de lui? Un état actif? Un processus inverse? Affectant l'activité neuronale? Dans cet état, s'il gagnait trop de glycogène, quelque chose de terrible se produirait. L'un des bandits criait que tout dans cet appartement leur appartenait désormais, mais il ne savait pas encore ce qui les attendait. Mais Mo était déjà invincible, comme l'avait dit le docteur Zhu. Le glycogène avait provoqué une réaction particulière. Il était hors de contrôle. Jusqu'à présent, les gars avaient nettoyé tous les appartements. Ils ont commencé par l'appartement 401. Deux jeunes hommes ont déclaré que 80% des personnes qui ne sont pas rentrées chez elles sont mortes de froid. Sous l'effet de l'excitation, ils ont pris un crochet pour ouvrir la serrure, l'ont inséré et, par une simple manipulation, ont ouvert la porte. La porte s'ouvrit, les garçons crièrent de joie et entrèrent. Ils avaient leur propre rituel. Ils se cognaient les uns les autres avec leurs poings, montrant le plaisir de ce qui se passait. L'appartement contenait de l'eau, de la nourriture et de l'argent. Exactement ce dont ils avaient besoin. Appartement suivant, numéro 402. Le plan d'action est exactement le même. Crocheter la serrure, entrer par effraction, voler des fournitures. La porte s'ouvre, les bandits dévoient la même chose, de la nourriture, de l'eau et de l'argent. L'homme aux cheveux roux remarque qu'à ce rythme-là, ils seront bientôt riches. Tout se passe bien. L'appartement suivant, le plan est exactement le même. Tout selon le schéma élaboré. Mais cette fois-ci, il s'est avéré que l'appartement était vide. Mais cela ne les a pas empêchés de se réjouir du cambriolage réussi. Appartement 404, tout est comme prévu, un crochetage de serrure, un cambriolage et... quelque chose ne va pas. Il y a peut-être une erreur dans cet appartement. Erreur 404, appartement introuvable. Les gars ont dit qu'ils avaient compris et sont allés cambrioler l'appartement suivant. Il y a 72 heures, sur les lieux de l'accident. Le docteur Zhu observe les restes de quelque chose d'incompréhensible, après l'incident avec le garde et le monstre. Elle se demande ce qui s'est passé ici et est déterminée à le découvrir. Une substance d'origine inconnue a attiré l'attention de la jeune fille.
elle a rassemblé le matériel dans un sac pour l'emporter à des fins de recherche. Dans son champ de vision latéral, le médecin a remarqué une caméra de sécurité. Très probablement, elle devrait regarder les images et découvrir la vérité par elle-même. À cette époque, des signaux de danger étaient transmis par haut-parleurs, accompagnés de demandes de distribution rationnelle des provisions. Le signal était très fort, tellement fort que tout le monde pouvait l'entendre. Dans l'un des appartements se trouvait un couple avec un jeune enfant. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Madame Fang était également dans son appartement. La diffusion à la télévision avait été interrompue. Les bandits transportèrent le garde de sécurité, inconscient, dans une pièce à l'arrière. L'homme aux cheveux roux remarqua que le vieil homme était plutôt lourd. Son collègue lui rappela que le patron lui avait également ordonné de surveiller la chaudière. Désormais, tout l'immeuble doit lui payer un petit tribut. En échange du chauffage des appartements, telle était sa condition. Un des voisins, un oncle barbu avec une bouteille à la main, se tient sur le seuil et dit que le vieil homme semble avoir perdu la tête. Un collègue plus jeune affirme que cela ne ressemble pas du tout à son partenaire. Lou DeLong s'adresse aux habitants sur haut-parleur, les invitant à prêter attention à son message afin de sensibiliser chacun à la gravité de la situation. Il a posé son doigt sur le levier chargé de faire fonctionner le haut-parleur via le système de sonorisation. Bandy a déclaré qu'il éteindrait simplement le chauffage de tout le monde pour conserver les ressources et à couper les communications. Le côté obscur de Mo, qui lui donne des super-pouvoirs, s'est retrouvé devant le côté lumineux du jeune homme, qui a été laissé quelque part derrière. Le côté lumineux du gars ne savait pas à quoi s'attendre de ce dialogue. Le côté obscur du gars commence la conversation en demandant si le côté lumineux le déteste. Il semblait que le dernier atout de ce type était sous clé. Pourtant, cette partie de sa personnalité est apparue déconcertée, ne comprenant pas de qui il parlait. Lou DeLong. L'obscurité qui sommeillait en lui prononçait ce nom. Le côté lumineux le détestait-il? Ce nom a déclenché toute la négativité qui pouvait exister chez cet homme. Ses yeux sont devenus rouges et une incroyable explosion d'énergie était sur le point de jaillir. La question semblait plutôt rhétorique. Tout ce qu'il y avait de bon chez cet homme s'évanouit en un instant, ne laissant derrière lui que haine et un désir brutal de s'en prendre à ce bandit. Mo a soulevé l'homme dans les airs. Il était simplement submergé par des émotions négatives. Cela semblait être la fin de tout le bien qui lui restait jusqu'à présent. Il n'y avait plus de gentillesse envers ceux qui ne le méritaient pas, les ténèbres avaient gagné. À la place de l'inconnu, Lou DeLong lui-même apparut immédiatement. Mo le vit et l'entendit clairement. Il dit que la viande humaine avait le goût du bœuf, sauf qu'il n'en mangeait pas. Lou DeLong va payer pour ça. Mo a projeté l'inconnu loin de lui de toutes ses forces. Le gars s'est envolé par la fenêtre et est tombé rapidement jusqu'à atteindre l'asphalte. En bas, il y avait un groupe de personnes avec des sacs à dos. On aurait dit qu'ils exploraient simplement les environs. L'un des membres du groupe a déclaré que l'homme était tombé jusqu'au 4e étage. Personne ne comprenait comment, ni pourquoi cela s'était produit. Le gars aux cheveux verts était terrifié en voyant Mo tout détruire sur le chemin de son objectif. Il avançait avec une confiance absolue, empli de la puissance de la haine. Bandy ne savait pas exactement ce qui se trouvait devant lui, un monstre ou un extraterrestre, mais il était évident que ce n'était plus un humain. Il y avait une lueur brillante autour de lui, semblable aux aurores boréales que toute la ville avait vues avant l'apocalypse de glace. Le bandit s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance contre ce quelque chose. Il décida néanmoins d'essayer. Il sprinta et frappa son club de golf, mais Mo était invincible. Il avait vu le visage de Lou DeLong partout, et encore une fois, dans ce cas précis. Le type a couru droit vers le bandit. On dirait que rien ne s'est passé, mais ce n'est qu'un échauffement. Coup de bâton, pas de coup. C'était comme si Mo s'était volatilisé et que le club avait juste touché le sol. Le bandit n'a même pas eu le temps de remarquer un quelconque mouvement de la part du gars. Il s'est retourné pour trouver son emplacement, mais même avec ses yeux, il était presque impossible de le suivre. Le jeune homme, envahi par la haine, interpellait ostensiblement le bandit pour s'amuser. Il semblait prendre plaisir à le narguer. Pendant que le gars essayait de frapper Mo avec le club, le gars s'éloignait simplement dans la direction opposée, sans aucun effort. Une fois de plus, le coup de massue, perçant seulement l'air, le jeune homme ne se souciait pas du tout des mouvements supplémentaires du bandit. En parcourant dans sa tête les mots de l'homme selon lesquels, si vous ne voulez pas dépendre des forts, vous deviendrez la proie des faibles, Mo a réalisé tout le potentiel de ses capacités. Pendant une fraction de seconde, c'était comme si le gars était absolument heureux de ce qui se passait et qu'il en profitait vraiment. Un simple clin d'œil, une seule seconde, un sprint rapide et une vitesse fulgurante, Mo a été changé à jamais. Il n'a pas hésité, il n'a pas eu peur,
Il savait ce qu'il voulait et a marché vers son but. Le bandit n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, alors que la main de Mo traversait l'espace à une vitesse supersonique comme une épée très tranchante. Quelqu'un apparut soudain sur le pas de la porte de l'appartement. Il semblait familier. Une voix de fille interpella le gars et le fit brièvement revenir à la réalité, c'était Xiaoming. Mo se retourna pour voir si ses suppositions étaient justes. Que voulait-elle de lui? Xiaoming a pointé une arme au contenu inconnu vers le gars. Juste une seconde, et la fléchette s'enfonça dans l'abdomen du jeune homme. C'était le docteur Zhu. Elle a assuré qu'il n'y avait rien de mal avec la fléchette, juste de l'insuline. Cela a fonctionné très rapidement. Le corps du garçon s'est affaissé et a commencé à glisser lentement vers le sol. Le médecin a capté l'objet de son intérêt. Elle a utilisé l'insuline pour éliminer les calories superflues, et ça a fonctionné. Cependant, juste au moment où le gars commençait à tomber sous l'effet de l'insuline et que sa vue de l'appartement apparaissait, elle pouvait voir la pièce. La pièce entière était jonchée de palettes de pousses de plantes diverses. Cela paraissait vraiment étrange, voire suspect. Le docteur Zhu voulait vraiment savoir ce qui se passait ici.